Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Nous sommes à la deuxième partie de la deuxième émission avec Mme Martine Libertino, dans le cadre des émissions Former, éduquer et vivre de l'Association professionnelle d'écoles privées, patronnée par le Co-Design, Établissement Vieux, Éditions Emès et Batimat. Nous parlons de la paix et nous parlons surtout, depuis la première partie de cette seconde émission, de questions de responsabilité, de questions de pardon. Madame Libertino, est-ce que la paix exclut l'indignation, la colère? Alors, la paix n'exclut rien, parce qu'à partir du moment où nous sommes en paix, nous n'avons même plus envie d'exclure, nous n'avons qu'à accueillir. Par contre, je dirais que la colère exclut la paix. Il n'y a pas de saine colère? Il peut y avoir de saine colère, mais en général, lorsque j'ai une saine colère, ça veut dire que je suis face à mon subconscient et je le gère. Donc il y a en fait deux sortes de colère. Il y a, prenons votre description, il y a la saine colère, comme vous dites, qui est un terme très juste, à savoir que, ma foi, si une personne est désagréable avec moi, est agressive avec moi, profite de moi pendant un certain nombre de jours, ma foi, si un matin je me lève en disant maintenant stop, j'en ai marre, ça suffit, j'appelle ça une saine colère, et c'est très bien de pouvoir exprimer cette saine colère. Donc il ne faut pas perdre aussi, face à certaines autres choses, sa capacité de s'indigner. Oui, mais alors il faut que ce soit très court. Donc l'indignation ne peut être que passagère, et aussi avec la capacité pour moi d'être spectatrice de ma colère, d'avoir assez d'humour pour voir que je ne fais qu'exprimer momentanément ce que la personne est seulement capable d'entendre, mais qu'au fond, je ne suis pas dupe de ma colère. Et c'est très important, ça. Bon. Par contre, il y a malheureusement un autre type de colère que la plupart des êtres humains vivent, parce que malheureusement, ce n'est pas toujours des saines colères, ce qui se manifeste par le biais de nos frustrations. Voilà. Et là, c'est un danger. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, nous avons une colère latente dont nous n'avons même pas conscience. Elle est en nous. Cette colère peut venir de notre éducation, de notre enfance, en fait, de ce que nous avons vécu, que nous avons mal digéré, si je puis dire, parce que nous n'avons pas compris, encore une fois, les programmations émotionnelles que nous avons en nous. À partir de ce moment-là, l'enfant, déjà tout petit, va créer en lui une frustration, un manque, une souffrance latente qui va le conduire à être perpétuellement en colère sans qu'il s'en rende compte. Alors cette colère, ça va se manifester par un énervement, par une agressivité, par des gestes brusques. Et regardons par exemple dans l'éducation des enfants, si un enfant fait une bêtise, si ses parents ont ce type de problème, cette fameuse colère latente dont je parle, parce qu'eux-mêmes ont vécu des choses difficiles dans leur vie, même si l'enfant fait une bêtise qui est tout à fait normale pour son âge, la mère ou le père va être brusque, va le prendre par le bras, et en fait, l'adulte ne fait que manifester sa propre frustration qui est disproportionnée par rapport à l'attitude de l'enfant. Et donc l'enfant va lui-même avoir un sentiment d'injustice, cette colère latente va se générer également en lui, et de génération en génération, on va vivre ces frustrations qui vont engendrer donc ce sentiment d'injustice, qui vont se transformer en colère, voire en agressivité, voire, je dirais, en moyen de guerre. Donc cette colère-là, elle est destructrice. Et le travail que nous devons faire, c'est pour ça qu'il est très important de se pardonner et de s'aimer. Le travail que nous devons faire, c'est de supprimer à l'intérieur de nous tous les malheurs, toutes les souffrances, tout ce que nous ne comprenons pas, que nous ne voulons pas comprendre, toutes nos frustrations, pour pouvoir ne plus être la proie de ces colères qui nous conduisent à la guerre. Mais la colère saine, c'est différent parce que, voilà, je vous dis ce que je pense, je ne suis pas d'accord avec vous, et 5 minutes après, c'est terminé. Je suis en paix avec vous et je suis en paix avec moi. Donc on peut se permettre de saine colère, mais nous devons pas chasser, parce que nous devons savoir pas les endiguer. Non, savoir les supprimer. Non, les contrôler, c'est dans un premier temps. Notre travail, c'est de les supprimer, parce qu'elles sont nocives à l'intérieur de nous. Mais savoir les supprimer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire « je dois être une sainte, je ne dois plus avoir de colère ». Ça, c'est la culpabilité, ou de l'orgueil. Ça veut dire savoir comprendre pourquoi je suis en colère, parce qu'il me manque quelque chose dans la vie, et savoir travailler à trouver ce bonheur que je mérite,
qui me permettra de sortir de la colère. Quelles sont pour vous les valeurs fondamentales à l'établissement de la paix et quel est leur rôle dans vos propositions? Alors en fait, les valeurs fondamentales ne sont que la synthèse de ma philosophie, parce que tout ça est tellement vaste que je me suis un peu creusé la tête il y a quelques années en arrière en me disant mais comment enseigner toute ma philosophie aux populations, puisque j'enseigne des formations de médiateurs, je travaille d'une manière très proche avec mes élèves, mais mon souhait justement c'est de pouvoir transmettre cette philosophie à la population. Et c'est ainsi que j'ai décidé donc de synthétiser ma philosophie par ces 5 valeurs fondamentales qui sont l'amour, la liberté, la rigueur, la beauté, l'idéal, chapeauté par la détermination, parce que nous ne pouvons pas mettre en place ces 5 valeurs fondamentales sans être déterminés. Et ce qui nous a permis de travailler justement au sein de la population, qui a permis à mes élèves d'enseigner dans les quartiers, d'enseigner dans tous les domaines de la société d'une manière beaucoup plus simple. Et ces valeurs étant universelles, elles sont vraiment comprises et assimilées par tout le monde. Et quelle relation établissez-vous entre des concepts de paix, d'harmonie, de beauté? C'est-à-dire Quelle relation est-ce que vous établissez? Est-ce qu'elles se tiennent? Donc vous dites de paix, de paix, harmonie, beauté, tout ce que vous voulez dire. Oui, ok. Bon, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé de liberté. Ce sont des concepts qui sont très très précis. Vous voyez, hein. Alors en fait, pourquoi l'amour? Parce que comment peut-on vivre sans amour, hein? Et quand je parle d'amour, je parle encore une fois, et j'insiste, d'amour de soi. Et encore une fois, c'est pas du narcissisme. Quand je m'aime, ça veut dire que je prends conscience de mes besoins, j'aime tout de moi, sans opportunisme, et sans non plus me dire, parce que j'aime tout de moi, je peux tout me permettre, hein. Ça veut dire que je dois aussi avoir une exigence vis-à-vis de moi. Quand je parle de liberté, en fait, je parle de quoi? Je parle du respect de l'autre. Bon, quand je parle d'amour, j'ai oublié de le dire, indépendamment de moi, évidemment que j'aime les autres qui me permettent d'être solidaire. Quand je parle de liberté, je parle en fait d'égoïsme. Donc la liberté est une valeur fondamentale dans ce sens que, d'une part, j'ai conscience de ma liberté d'opinion et personne ne peut m'enlever cette liberté intérieure que j'ai. À savoir que toutes les conventions de la société, je peux les accepter si elles correspondent à mes besoins, mais je ne suis pas obligée de les subir si elles ne correspondent pas à mes besoins. Et toute convention est là pour être remise en question lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Voilà. Donc quand je parle de liberté, je parle de cette liberté-là, hein. Je ne parle pas de me permettre de faire tout ce qui me passe par la tête, indépendamment des autres, parce que je m'en fiche, hein. Par contre, je parle aussi de la liberté qui me permet de faire ce dont j'ai besoin dans la vie, parce que j'ai des personnalités, j'ai des besoins, et je dois me réaliser dans ma vie affective, dans ma profession, d'une manière spécifique qui m'appartient, et je dois me donner la liberté de le faire. Donc ça, c'est important. Mais encore une fois, tout en respectant la liberté de l'autre. Lorsque je parle de rigueur, la rigueur ne paraît pas importante la plupart du temps aux yeux des êtres humains. Pourquoi? Parce que soit je me fiche de l'humanité des autres et puis je pense à moi, soit je dois absolument penser aux autres, et la qualité la plus importante que je dois développer, c'est l'amour. Bon, c'est bien joli tout ça, hein. Mais si je développe l'amour des autres, et si je développe certaines qualités pour que le monde change, si je n'ai pas de rigueur et si je n'ai pas de constance, qu'est-ce que je vais faire avec tout cet idéal, avec toutes ces belles choses, avec toutes ces belles idées, hein? Ce qui veut dire que la rigueur est une valeur fondamentale parce qu'elle nous permet d'avoir une vision, d'avoir un idéal, et d'une manière constante de chaque jour la mettre en place, et dans tous les domaines de la société permettre de réaliser avec minutie, avec précision, tout ce qui est juste. Voilà. Et regardons toutes les relations conflictuelles qu'ont les êtres humains parce que justement il y a un problème de rigueur. Ne serait-ce que simplement dans une entreprise, nous travaillons ensemble et la personne qui doit me donner son travail ne me le donne pas parce qu'elle a du retard. Voilà. Et ça pose des gros problèmes. Et du point de vue de l'inconscient collectif d'un pays, du point de vue d'un gouvernement, ce problème de rigueur peut avoir une grosse incidence sur le bonheur des êtres humains. Donc la rigueur est importante. Ensuite, nous pouvons parler de la beauté.
La beauté, pour moi, c'est une des qualités les plus importantes dans un pays et du point de vue de sa culture aussi. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons besoin de beauté, c'est important. Hein. Je ne parle pas de beauté esthétique, bien sûr que l'esthétique c'est bien, mais je parle aussi de tout ce qui fait partie de la beauté intérieure, de l'honnêteté intérieure, de ma dignité, etc. Et aussi de tout ce qui fait l'unicité d'un peuple, à savoir ses artistes, la créativité, ce qui fait partie de sa culture, que nous devons chérir, que nous devons garder, parce que ça fait partie de notre essence. Donc la beauté me paraît aussi essentielle. Et ensuite, l'idéal, pourquoi ? Parce que sans idéal, l'être humain survit, mais pour moi, il ne vit pas. L'idéal, c'est quoi ? C'est justement être capable de me dire que si j'ai rêvé de belles choses dans ma vie, ce n'est pas parce que pendant l'espace d'un moment, parce que je suis un enfant, je suis un adolescent, je peux me permettre de rêver, puis après je dois devenir un adulte et devenir raisonnable. Non, pour moi, être raisonnable, c'est mettre en place les rêves, parce que les rêves me permettent de créer un monde meilleur et me permettent aussi de réaliser dans mon pays, dans mon peuple, dans ma vie, ce qui me rend heureux chaque jour de ma vie. Voilà. Et ensuite, la détermination. Pourquoi ? Parce que pour développer toutes ces belles choses, il faut avoir de la force, de la volonté, et il faut chaque jour décider que si je suis sur la Terre et sur la planète, ça veut dire que j'ai une place et que j'ai assez de volonté pour mettre en place ce que j'estime devoir mettre en place. Alors, je vais juste un petit peu plus loin, puis je finis avec ça. Mais à partir du moment où je prends conscience de ces valeurs fondamentales, je deviens beaucoup moins dépendant de mon entourage, de mon gouvernement, parce que je me rends compte que il faut que est-ce que c'est nécessaire que j'attende toujours que le gouvernement travaille pour moi, qu'on me sauve, qu'on me donne tout ce dont j'ai besoin, que les ONG internationales me donnent ce dont j'ai besoin? Non, je peux me rendre compte que avec toutes ces qualités-là, je peux changer ma vie. Je peux avoir la créativité pour trouver des solutions dans ma vie et ne plus avoir besoin des autres. Et donc prendre ma vie en main, sans colère, mais avec cette détermination. Avec la condition première, c'est qu'il faut s'accepter avant. Indispensable, voilà. Et s'accepter, pourquoi ? Parce que j'ai beau avoir des difficultés, mais un être humain, c'est extraordinairement beau. Donc, je dirais pas il faut s'accepter, mais acceptons-nous pour nous découvrir et pour notre bonheur. Comment est-ce que vous conciliez la paix, la liberté dans un pays sous dictature ? Alors évidemment que dans les faits, un pays sous dictature ne pourra pas être en paix, puisqu'automatiquement les êtres humains vont souffrir. Bon. À ce stade-là, il faut que nous parlions de l'état d'esprit. Alors, je ne néglige absolument pas ce que les gens vivent dans une dictature, parce que je ne vis pas dans l'utopie, je ne rêve pas. Il se passe de par le monde des situations qui sont inadmissibles. Bon, maintenant, j'ai deux solutions dans cette situation. Soit je me révolte, voilà, et on continue les conflits, on continue la guerre. Soit je me dis, je vis dans ce pays. Est-ce que la révolte va suffire pour changer ce pays, va suffire pour supprimer cette dictature ? Ben, pour moi, évidemment, non. Au contraire, ça va renforcer cette dictature. Pourquoi ? Parce que la colère que nous avons au fond de nous, si on prend par exemple l'inconscient collectif d'un peuple, d'un pays, et que dans cet inconscient collectif, nous émettons des colères, puisqu'il y a autant de colères qu'il y a d'individus sur la Terre, on va créer ce que j'appelle une énergie. Et au fond, ce type d'énergie a la même qualité que l'énergie des êtres humains qui me font subir la dictature. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très important tout ça. Ça veut dire qu'en étant en colère, je nourris les personnes qui font leur dictature, et en fait je les garde au pouvoir, je les tiens au chaud et je leur donne la possibilité de rester à leur place. Je leur donne la possibilité de continuer à me faire du mal. Bon. Donc la première chose que je vais devoir sortir de moi-même pour ne pas aider ces gens-là, c'est de supprimer ma colère, de supprimer mon sentiment d'injustice. Et comment supprimer ma colère ? C'est faire un travail de lâcher prise. Alors évidemment que le lâcher prise, attention, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas j'accepte parce que de toute façon je ne peux pas vivre autre chose, ça n'a rien à voir. C'est un travail qui va me permettre de me dire, voilà, je vis dans un pays où est la dictature,
Elle est là, je ne peux pas la refuser. Elle est aussi bien que je vois une bouteille sur une table, cette dictature existe. Donc, je vais pour l'instant accepter le fait qu'elle existe, mais ça ne veut pas dire que je vais accepter qu'elle continue à exister. Ça veut dire que ce lâcher-prise va me permettre d'avoir assez de détachement et de recul pour faire ce qu'il faut pour qu'elle disparaisse. Bon. Alors maintenant, la solution pour qu'elle disparaisse, c'est vrai qu'il y a la possibilité de faire tomber la personne, enfin, ou le groupe de personnes, mais si le peuple, la population, n'a pas fait de travail collectif sur ses programmations émotionnelles, de peur d'être encore écrasée, sur sa colère, elle va faire partir un dictateur et un autre va arriver. Vous voyez à quel point c'est tellement important pour un pays et pour un peuple de pouvoir se libérer de ces programmations émotionnelles pour se préparer justement à un changement de régime. C'est pas aussi simple que ça. Et on revient à l'Afrique du Nord, vous voyez, il y a eu un changement de régime, mais la colère existe toujours. Dites-moi, vous avez établi un diagnostic sur Haïti. Oui. Est-ce que vous pouvez le partager avec nous? Quelles seraient vos suggestions pour que les Haïtiens puissent pouvoir identifier cette, entre guillemets, route du bonheur? Alors, donc, on pourrait déjà commencer par ses qualités, quand même. Alors, moi, ce que je vois chez le Haïtien, c'est une grande capacité d'initiative que je ne vois pas dans d'autres pays d'Afrique, qui ont d'autres qualités, évidemment, mais c'est une qualité qui, pour moi, est très importante. Je vois beaucoup de courage aussi chez le Haïtien. Et je vois qu'il est capable de prendre son pays en main. Il est prêt à prendre son pays en main. Je vois aussi chez le Haïtien un désir de dignité, de garder sa culture, un désir de se débrouiller seul et qu'on ne vienne pas lui dire ce qu'il a à faire. Ça, c'est très important pour lui. Ça fait partie de la dignité. Donc ce sont des qualités quand même qui sont très importantes, beaucoup de créativité aussi, beaucoup de gentillesse et puis beaucoup de joie de vivre quand même. Quelle horreur, j'allais l'oublier. La preuve, bon, Roselyne m'a dit à quelques reprises, tu sais, nous le carnaval c'est voilà, quand le carnaval arrive, on arrête tout, toute la vie s'arrête. Voilà. Et c'est vrai que ça veut dire que pour vous, la musique, la créativité, le sens artistique, le bonheur, ça a une véritable signification. Bon, alors maintenant, on va passer aux choses moins agréables. Ce sont justement les programmations émotionnelles de ce pays. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, si on reprend toutes ces qualités, on va voir que l'interprétation émotionnelle de la population fait que ces qualités, quelquefois, deviennent des difficultés. Alors, prenons justement cette capacité chez le Haïtien de vouloir être digne et de vouloir se débrouiller tout seul, cette capacité d'initiative, etc., l'a amené justement à avoir beaucoup de colère. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas qu'on vienne m'embêter chez moi, je sais ce que je veux, etc. Et cette colère fait qu'il est en dualité parce que malheureusement, il y a une autre programmation émotionnelle qui est le rejet de soi. C'est-à-dire que je perçois chez le Haïtien un manque d'amour pour lui-même. Il n'a pas la conscience de sa valeur. Peut-être qu'il la revendique, mais revendiquer sa valeur ne veut pas dire je la vis au fond de moi et je suis en accord avec moi-même parce que je suis en paix, je m'aime. Donc, d'un côté, il y a une revendication à la dignité, et d'un autre côté, cette revendication se transforme en sentiment d'injustice, en colère, qui fait que je veux qu'on m'aide, c'est-à-dire que les ONG viennent m'aider, mais en même temps, je ne veux pas qu'elle vienne mettre son nez dans mes affaires parce que je me méfie, ça me dérange, etc. Et donc, ça crée une véritable dualité. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a une forme de dépendance, puisque le manque d'amour, pour moi, me conduit à être dépendant de l'autre, de celui qui viendra me dire, tu sais, ce que tu fais n'est pas bien, moi je fais mieux que toi, et je vais te donner de l'argent, ou je vais te donner des ordres pour que tu le fasses mieux. Et si tu ne le fais pas bien, je ne te donnerai pas d'argent. Bon, et donc cette passivité, ce manque d'amour fait que j'attire en fait ce que je redoute, et je suis en dualité. Pourquoi? Parce que en fait, je vais attirer des situations que je ne mérite pas, et je vais attirer des gens qui vont venir me donner des leçons. Donc, pour que le Haïtien sorte de cette difficulté, il faut qu'il apprenne très très vite à s'aimer, et en s'aimant, il va véritablement retrouver sa dignité
qu'il peut confondre quelquefois avec l'orgueil en pensant que c'est de la dignité. Voilà. Et l'orgueil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec la prétention. Ça veut dire je ne veux pas montrer mes faiblesses parce que j'ai peur, en montrant mes faiblesses, de devenir vulnérable et que l'autre profite de moi ou que l'autre me fasse du mal. Oui. Donc, d'une part, le haïtien doit accepter sa vulnérabilité, ses faiblesses, doit s'aimer, ce qui lui permettra d'avoir la vigilance de n'accepter que des aides qui lui sont bénéfiques et de ne pas être passif ni dépendant des autres. Ça, c'est très important. Une autre difficulté qu'a le haïtien, du fait que d'un côté, il y a cet amour de la vie, cet humour, cette créativité qu'il ne faut surtout pas perdre, c'est le manque de rigueur. Hein. Ça, je pense que dans l'inconscient collectif de notre pays, il y a un gros travail à faire. Hein. Et surtout, mais avant de développer cette rigueur, il faut prendre conscience que je dirais que c'est une valeur hautement spirituelle, la rigueur. C'est pas seulement être obligé de travailler, être obligé d'être minutieux dans son travail, c'est se rendre compte effectivement que la constance que nous devons mettre, ne serait-ce que la constance face à mon subconscient qui lui me dicte de ne pas m'aimer, de tous les jours remettre l'ouvrage sur le métier en disant « Ah là, je ne me suis pas aimé. Là, je me suis mal comporté avec moi. Là, je me suis critiqué. Là, je me regarde dans la glace, je me dis que je suis laid. Et chaque fois, je me pardonne d'avoir eu cette attitude. Non, c'est pas vrai. Je suis beau. J'ai des qualités, etc. » C'est tout un travail sans arrêt que nous devons refaire. Et donc, si nous n'avons pas de rigueur, comment développer l'amour de soi? C'est pas possible. Nous devons avoir cette rigueur. Donc il y a ce gros travail aussi à faire au niveau de l'inconscient collectif de Haïti. Et je rajouterai encore une dernière chose, et évidemment vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est la méfiance. Voilà. Ce que je perçois chez le Haïtien, que par ailleurs je ne perçois pas par exemple chez le Congolais. Il a d'autres programmations. Par exemple le Congolais a beaucoup plus de passivité. Il attend qu'on lui fasse les choses, qu'on lui dise de faire les choses. Voilà. Et c'est ce que je travaille en ce moment avec eux pour qu'ils sortent de cette passivité. Alors que chez vous, vous n'avez pas, je ne perçois pas cette passivité. Je vois une passivité à la souffrance chez vous, une passivité à la douleur. Hein. Ce qui conduit le Haïtien à être dans un contrôle permanent. C'est-à-dire, de toute façon, j'ai souffert toute ma vie, je me suis toujours battue, de génération en génération, on se bat, je me drape dans mon orgueil et je continue à me battre et je fonce. Mais c'est épuisant, c'est impossible de fonctionner comme ça. Ce qui veut dire que le Haïtien doit découvrir qu'il a en lui de la beauté, il a en lui de la douceur et il a en lui de la force. Ce qui veut dire que lorsqu'il en a besoin, il peut utiliser sa force, mais lorsqu'il n'en a pas besoin, il peut se reposer. Donc je laisse tomber mon orgueil. Hein. Ça veut dire que je vais accepter de voir ma douceur, ma sensibilité, ma faiblesse, tout en sachant que je suis fort et que je ne suis plus en danger, je ne risque plus rien. Parce que au moment où l'ennemi se présentera, je pourrai utiliser ce qu'il faut pour être fort. Je n'ai pas dit me défendre, hein, pour être fort et lui faire face. Parce que j'ai aussi des arguments, j'ai aussi tout ce qu'il faut pour me défendre. Et à partir du moment où je vais supprimer cet orgueil et que je vais prendre conscience de toute cette capacité qui est en moi, je n'aurai plus besoin de me méfier, parce que si je me méfie, c'est parce que j'ai peur. Voilà. Et la méfiance, de nouveau, le conduit à cette dualité. De nouveau, pourquoi? Parce que je suis toujours en permanence dépendant de la manne céleste ou de la manne, je dirais, internationale qui va me donner quelque chose. Et en même temps, voilà, je me méfie et je ne veux pas recevoir. Donc tout en sachant que si je me méfie, j'attire ce que je redoute, j'attire ce qui me fait peur. Donc tout ce travail au niveau de l'inconscient collectif et à titre individuel va permettre donc la population, non pas de faire des miracles dans les 3 jours qui suivent, mais petit à petit de prendre conscience de sa valeur. Et à partir du moment où je prends conscience de ma valeur, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais être moins ancrée sur mes émotions, je vais moins les écouter. Et le principe des émotions, en fait le travail des émotions, c'est quoi? C'est de saper ma vigilance, c'est de saper ce que mon intelligence me dit, c'est de m'empêcher de me concentrer sur les priorités, sur les bonnes choses, et cela me conduit à faire de mauvais choix pour ma vie et pour mon pays. Donc à partir du moment où je ne regarde plus mes émotions, c'est-à-dire je les vois, je fais en sorte de les supprimer, de les travailler avec le temps, mais
je suis en paix avec elle. C'est-à-dire que mon subconscient, il est là, je suis spectateur de lui, je l'empêche de me faire du mal, mais je l'empêche aussi de m'influencer. À partir de ce moment-là, chacune des personnes sera assez détachée pour prendre de meilleurs choix dans sa vie. Et déjà, essayons de nous imaginer sur un groupe de 100 personnes qui, au lieu de s'agiter, au lieu d'avoir peur, au lieu d'avoir des colères, décide de regarder sa vie en paix et de se dire, bon, c'est vrai, ma vie est difficile, c'est vrai, j'ai des difficultés, mais prenons chaque chose l'une après l'autre et regardons ce que je peux améliorer dans ma vie. Voilà. Mais multiplions ça par le nombre de personnes dans un pays, on peut faire des miracles sans notre gouvernement. Je ne dis pas que le gouvernement ne doit pas en faire, mais je dis déjà, on peut le faire sans notre gouvernement. Eh bien, Madame Libertino, la PEP, mon nom, je crois, va vous remercier d'avoir participé à l'émission FEV, qui est patronnée par Loco Design, établissement Vieux, éditions Zemes et Batimat. S'il y a des auditeurs qui ont des questions, des suggestions, vous pouvez écrire à pep.fev10@gmail.com ou bien appeler au 34 01 41 83. Merci encore et à la prochaine et bonne journée. Merci à vous.